À 5h12, la mer semblait trompeusement paisible. Le porte-avions américain traversait le détroit d'Ormuz dans un silence discipliné, son vaste fuselage gris traçant une ligne régulière à travers le passage étroit. Sur le pont d'envol, le rythme matinal était déjà en marche. Des directeurs en chemise jaune guidaient les mouvements d'un geste mesuré. Les équipes du pont vérifiaient les attaches, les lignes de carburant et les espacements de lancement. Les antennes radars s'élevaient au-dessus de l'île. Le navire accomplissait ce pourquoi les porte-avions américains sont conçus: maintenir l'ordre dans un lieu où l'ordre peut disparaître en un instant. Puis le premier contact apparut. Il n'arriva pas avec une explosion, ni même avec un tir d'avertissement. Il se manifesta sous la forme d'une trace acoustique basse et anormale, saisie par l'un des destroyers d'escorte qui protégeait l'avant du groupe. Bien en dessous de la surface, quelque part sous le bruit stratifié du courant, de l'acier et de l'échappement des moteurs, les opérateurs sonars détectèrent un motif qui ne correspondait à aucun trafic commercial. Écho du fond marin ou distorsion naturelle, l'origine était incertaine. Dans la salle d'information de combat, l'atmosphère changea immédiatement. Les voix restèrent basses, les écrans s'illuminèrent, les casques se resserrèrent. Un superviseur du sonar se pencha vers son affichage, isolant le contact, rejouant la signature, éliminant le bruit de fond. Le son était faible, mais il portait une structure, une propulsion délibérée, un contrôle de vitesse discipliné et la discrétion acoustique typique d'un équipage de sous-marins qui sait exactement ce qu'il fait. Le rapport fut transmis rapidement. Possible contact submergé, portée incertaine, cap étroit. Personne ne réagit de façon excessive. Dans un groupe de frappe, les moments les plus dangereux sont souvent les plus calmes, quand l'entraînement prend le dessus avant que la peur ne s'installe. À 5h14, un second contact surgit. Celui-ci provenait d'un angle différent, détecté non pas par le même navire, mais par un autre escorte opérant sur la périphérie du groupe. La géométrie ne laissait pas croire à une simple coïncidence. Deux signatures sous-marines distinctes approchaient de secteurs différents, toutes deux maintenues disciplinées, toutes deux évitant toute exposition évidente. L'équipe de veille dans la salle d'information ne considéra plus la situation comme une anomalie, mais comme le début d'un problème d'attaque. Sur le pont, la trajectoire du porte-avions fut ajustée de quelques degrés, sans dramatisme. Un navire de cette taille ne se fige pas, il se décale. Des corrections de gouvernail discrètes commencèrent à modifier la posture du groupe tout en préservant la stabilité du pont d'envol afin d'éviter le chaos au-dessus. De l'extérieur, rien ne semblait rompu. C'était exactement l'objectif. À 5h16, l'aéronef anti-sous-marin ajouta un troisième élément à la scène. Une plateforme aérienne transmettant de nouvelles données acoustiques révéla une troisième source submergée, plus éloignée, plus profonde dans la colonne d'eau, se déplaçant plus lentement que les deux précédentes. Elle ne dérivait pas, elle tenait sa position avec intention, comme si elle formait un triangle autour du trajet prévu du porte-avions. 3 contacts, non éparpillés, non aléatoires, coordonnés. Cette prise de conscience unique changea tout. Le groupe de frappe passa immédiatement à une posture anti-sous-marin complète. Les navires d'escorte élargirent leur écran. Un détachement d'hélicoptères fut mis en état de lancement. Des capteurs additionnels furent activés. Les communications internes se resserrèrent en échanges courts et incisifs. Chaque officier dans la salle d'information comprit simultanément la même réalité brutale. Un porte-avions américain naviguait désormais à travers l'un des passages les plus étroits et les plus surveillés du monde, avec au moins 3 sous-marins hostiles potentiels se rapprochant sous sa coque. Malgré cela, le navire continua d'avancer. C'est ce qui rendait le moment si tendu. Aucun panique cinématographique, aucun effondrement visible, seulement un mouvement contrôlé sous la menace croissante. Sur le pont d'envol, les marins poursuivaient leur travail sous le soleil matinal, la plupart inconscients que bien en dessous de la coque, un combat silencieux était déjà engagé. À 5h18, l'un des contacts disparut. Pas simplement atténué, mais disparut. Pendant plusieurs longues secondes, le sonar perdit totalement la trace. En guerre anti-sous-marin, un sous-marin qui disparaît est souvent plus dangereux qu'un sous-marin détecté.
Une perte de contact peut signifier une manœuvre d'évasion ou un repositionnement en vue d'un tir. La salle n'avait pas besoin d'explication, elle le savait déjà. Les paramètres de recherche s'élargirent, les caps furent revérifiés. Le destroyer le plus proche de la dernière position connue du contact ajusta sa vitesse et son angle, tentant de forcer une nouvelle acquisition. Puis la signature revint, plus proche. Pas beaucoup plus proche, mais suffisante pour dissiper le moindre doute restant. Le contact avait changé de profondeur et de cap d'une manière qui suggérait un calcul, non une précaution. Il avait glissé, se repositionné, puis réapparu sur une ligne plus dangereuse par rapport à la trajectoire du porte-avions. Celui qui se trouvait sous l'eau n'observait pas, il manœuvrait. À 5h20, la première évaluation ferme fut transmise à travers le réseau. Les 3 sous-marins opéraient ensemble. Cela signifiait que le porte-avions n'affrontait pas un simple éclaireur testant le périmètre, mais une formation sous-marin coordonnée, conçue pour réduire le temps de réaction, diviser la tension défensive et forcer le groupe à prendre plusieurs décisions simultanées. Dans des eaux aussi étroites et impitoyables que celles d'Ormuz, une telle géométrie pouvait devenir mortelle très rapidement. Puis arriva le rapport qui changea l'atmosphère du dangereux à l'immédiat. L'un des escortes détecta un bref événement acoustique, métallique, pressurisé, indubitablement mécanique. C'était bref, presque englouti par l'eau elle-même, mais aux oreilles entraînées, cela ressemblait à la porte extérieure d'un tube lance-torpille s'ouvrant. Aucun cri ne s'éleva dans la salle d'information. Aucun besoin de le faire, car à cet instant, chaque homme et chaque femme comprenaient la même chose. La fenêtre d'action venait de s'effondrer. Et quelque part sous le porte-avions, l'attaque était déjà engagée. À 5h21, la première confirmation traversa le réseau sonar. Torpille dans l'eau. Les mots furent prononcés d'une voix plate, presque froide dans sa précision. Personne ne les répéta dans la salle d'information, personne ne demanda de clarification. Dans un groupe de frappe de la marine américaine, cette phrase signifie que l'incertitude est terminée. La détection est devenue engagement. L'ennemi ne se rapproche plus. L'ennemi a tiré. Quelques secondes plus tard, un second suivi apparut, puis un troisième. La géométrie de l'attaque se révéla d'un seul coup. Ce n'était pas un tir d'avertissement d'un seul sous-marin agissant seul. C'était une embuscade sous-marin coordonnée. 3 sous-marins de classe super iranien s'étaient glissés en position de tir autour de la trajectoire prévue du porte-avions et avaient lancé leurs engins depuis des secteurs distincts, obligeant le groupe de frappe à résoudre simultanément plusieurs problèmes mortels. Dans les eaux confinées du détroit d'Ormuz, ce type d'attaque en saturation était conçu pour submerger le temps de réaction et briser la discipline de formation. Au lieu de cela, il a engendré exactement l'effet inverse. Le porte-avions a viré brusquement. Pas violemment, pas imprudemment, mais avec le poids complet d'un navire de guerre répondant aux limites de sa survivabilité. Le timon a été ajusté, la propulsion a été augmentée. L'immense coque a commencé à tailler une nouvelle ligne à travers le passage étroit, soulevant une eau blanche derrière la poupe. Sur le pont d'envol, les matelots ont senti le déplacement sous leurs bottes avant même de comprendre la raison. Les opérateurs d'avion ont figé leur mouvement. Les chefs d'équipage ont verrouillé le matériel. Le cycle de lancement s'est arrêté au milieu du rythme, le navire passant d'une mission de projection de puissance à une défense immédiate. Autour du porte-avions, les navettes d'escorte ont accéléré. Un destroyer en avant a foncé vers une nouvelle position de blocage, traversant la ligne du porte-avions pour créer un écran extérieur plus robuste. Un autre vaisseau a élargi la formation et a activé des contre-mesures acoustiques supplémentaires. Les leurs ont été préparés. Les systèmes de bouées acoustiques ont été repositionnés. Les équipes sonars sont passées d'une logique de recherche à une logique d'engagement, éliminant chaque couche de bruit superflu afin de garder les armes entrantes séparées, classées et suivies. Dans la salle de contrôle, l'affichage ne présentait plus une menace théorique sous la surface. Il montrait un mouvement rapide et délibéré qui se rapprochait. Une torpille venait du quart bâbord, utilisant une approche superficielle destinée à exploiter la vitesse et la confusion. Une autre poussait depuis les eaux plus profondes, plus lentes, mais plus stables,
le type de trajectoire capable de maintenir le verrou même lorsque la cible manœuvre. La troisième était plus difficile à résoudre, son empreinte étant partiellement masquée par la distorsion acoustique d'Ormuz, mais son cap la plaçait dans la position la plus dangereuse de toutes, devant la nouvelle route du porte-avions, où même un virage d'évasion réussi pourrait ne pas suffire. Le groupe de frappe ne disposait que de quelques secondes pour transformer une défense en couche en survie. L'ordre de défense anti-torpille a traversé la formation. Les leurres acoustiques ont été lâchés dans l'eau. Les schémas de contre-mesure ont été initiés. Le porte-avions a poursuivi son virage, s'appuyant sur la vitesse, la traînée et l'angle pour rompre les solutions de tir déjà calculées sous la surface. Mais un porte-avions n'est pas un destroyer. Il ne peut pas traverser la mer comme un couteau. Il se déplace comme une ville sous puissance. Chaque correction de cap prend du temps. Chaque seconde de retard appartient à l'arme dans l'eau. C'est pourquoi les escortes étaient cruciales. Un des destroyers s'est dirigé directement dans la trajectoire entre la torpille la plus proche et le secteur vulnérable du porte-avions. Ce fut un calcul brutal, exactement le genre d'exercice que les groupes de porte-avions entraînent et prient de ne jamais devoir appliquer. La mission n'était pas la gloire. La mission était la géométrie. Briser l'angle, forcer l'arme à choisir, éloigner le chercheur du plus grand cible dans l'eau et le faire dépenser son énergie sur le mauvais navire, au mauvais endroit, au mauvais moment. Pendant plusieurs secondes, personne dans la salle de contrôle n'a prononcé autre chose que des appels de cap et des mises à jour de portée. Puis, le premier signe de perturbation est apparu. La torpille la plus proche a vacillé. Sa trajectoire s'est légèrement détournée de la ligne du porte-avions, hésitant tandis que le champ de leurre et le mouvement de l'escorte compliquaient son tableau de ciblage. Elle n'a pas perdu le contact entièrement. Elle s'est ajustée, chassant à travers le bruit et la turbulence de la traînée. Son chercheur cherchait le meilleur retour acoustique. Mais cette petite déviation suffisait à prouver que la défense fonctionnait. Pas parfaitement, pas en toute sécurité, mais assez pour gagner davantage de temps. La deuxième torpille est restée plus nette. Elle a continué à se rapprocher depuis les eaux plus profondes, résistant à la première couche de tromperie. Les équipes sonars la suivaient dans un quasi-silence, traçant chaque variation de vitesse et de cap, tandis que le porte-avions maintenait son virage d'évasion. Sur le pont, les officiers du navire comprenaient la même vérité que les opérateurs en dessous. Même une quasi-frappe à cette distance pourrait percer le pont d'envol, rompre des systèmes critiques ou transformer le détroit en une zone de sauvetage massive. À 5h24, le combat s'est élargi de nouveau. Un hélicoptère Sea-Hawk a décollé du groupe de frappe et a filé bas au-dessus de l'eau, accélérant vers le contact sous-marin le plus proche. Derrière lui, des bouées acoustiques supplémentaires ont été préparées pour un déploiement rapide. La mission était passée de l'évasion à une survie à double piste. Neutraliser les torpilles déjà dans l'eau, tout en localisant les sous-marins lanceurs avant qu'ils ne puissent se repositionner pour une seconde volée. Ce second problème est devenu immédiat, presque instantanément. De nouvelles données sonars indiquaient qu'un des sous-marins iraniens avait changé de vitesse après le lancement. Il ne se retirait pas en panique. Il manœuvrait avec intention, probablement pour se glisser dans le brouillard acoustique du détroit ou préparer les conditions d'un autre tir. Cela signifiait que l'attaque était encore en développement. Le premier salve n'était pas la fin du danger, c'était seulement le début de l'engagement. Puis, un nouvel appel a traversé la salle de contrôle. Une torpille avait été déviée. Pas neutralisée, déviée. Elle ne suivait plus directement le porte-avions. Elle s'orientait maintenant vers l'écran d'escorte. Pour le groupe de frappe, c'était à la fois un soulagement et un avertissement. Les contre-mesures avaient perturbé la chaîne de destruction initiale, mais l'arme était toujours vivante, toujours armée, et désormais dirigée vers l'un des navires défendant le porte-avions. Pour sauver le vaisseau amiral, un autre vaisseau pourrait devoir se placer à l'intérieur du rayon d'explosion. Personne n'a rompu la discipline. L'escorte a maintenu son cap. Le porte-avions a continué à tourner. Le Sea-Hawk a poursuivi sa trajectoire et sous la surface, au moins une autre torpille continuait de filer, rapide, invisible, et se rapprochant de l'eau juste devant la proue du porte-avions. À 5h25, la dernière torpille entrante était toujours en vie.
Elle filait rapidement à travers les eaux étroites devant la proue du porte-avions, traversant les couches de traînée, le bruit des contre-mesures et les retours déformés du fond du détroit d'Ormuz. Une arme avait déjà été tirée du porte-avions vers l'écran d'escorte. Une autre avait perdu sa cohérence assez longtemps pour offrir quelques secondes supplémentaires au groupe de frappe. Mais celle-ci restait le danger immédiat. Stable, disciplinée et toujours en approche du plus grand objectif de la formation. Dans la salle de contrôle, chaque affichage faisait désormais partie de la même équation. Portée, vitesse, angle, interception prévue. Aucun mot n'était gaspillé. La salle était passée au-delà de l'état d'alerte. Le défi était désormais une question de timing et de géométrie, disputée en secondes et en fractions de degrés. Le porte-avions poursuivait sa manœuvre d'évitement, tournant avec toute la puissance que son immense groupe de propulsion pouvait fournir. L'écume blanche rugissait derrière la poupe. La traînée s'élargissait. L'angle du navire variait juste assez pour compliquer la solution finale de la torpille, mais pas suffisamment pour garantir la survie. Cette garantie n'existait pas. À bord des navettes d'escorte, les équipes sonars restaient verrouillées sur l'arme. Les opérateurs de contre-mesure injectaient davantage de leurre dans l'eau. Un destroyer de la ligne extérieure ajustait à nouveau sa trajectoire, utilisant sa propre coque, son bruit et son mouvement pour perturber le champ acoustique entre la torpille et le porte-avions. Au-dessus d'eux, un hélicoptère Seahawk modèle MH-60R fendait les vagues à basse altitude, déjà larguant son premier motif de sonobo près de la dernière position connue du sous-marin le plus proche. Puis, à 5h26, la torpille vacilla. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne disparut pas. Mais sa trajectoire s'écarta légèrement de la proue du porte-avions d'une marge si minime qu'elle était presque invisible au premier regard. Quelques secondes supplémentaires s'écoulèrent. La courbure s'accentua. L'arme était entrée dans le champ de l'heure et poursuivait une fausse solution à travers le bruit, l'écume et les échos changeants. Pour les opérateurs du centre de commandement, ce léger changement suffisait. Le porte-avions avait survécu à la première vague. Aucun cri de joie ne retentit. Personne ne détourna le regard de son écran, car la menace n'était plus seulement les torpilles dans l'eau. Elle était désormais les sous-marins. La posture de tout le groupe de frappe bascula en un instant. La défense céda la place à la poursuite. L'objectif n'était plus simplement de déjouer une attaque, mais de localiser les 3 sous-marins super iraniens avant qu'ils ne disparaissent dans le détroit, réinitialisent leur position de tir et relancent une nouvelle salve. Le Seahawk atteignit la première boîte acoustique et commença à déployer un dense motif Sona Boyoy. Un à un, les balises percutèrent la mer et s'activèrent, construisant en temps réel une nouvelle image sous-marine. De retour au centre de commandement, de nouvelles données affluèrent aux côtés des rapports des destroyers d'escorte. Le groupe de frappe n'était plus en réaction aveugle. Il érigeait une grille de destruction. À 5h28, le premier motif apparut. Le sous-marin qui avait disparu plus tôt, celui qui avait échappé au sonar et était revenu plus près, se déplaçait de nouveau, plus rapidement cette fois-ci. Sa signature restait disciplinée, mais plus imparfaite. Pour les analystes acoustiques, cela comptait. Cela suggérait un bateau sous pression, changeant de profondeur et de vitesse de façon plus agressive qu'auparavant. Qu'il se repositionnait pour une seconde attaque ou tentait de rompre le contact, l'effet était le même. Le mouvement le rendait visible. Un second contact demeurait presque immobile, bas et profond, tentant de se fondre dans le bruit acoustique près du fond marin. C'était le plus patient des 3, se maintenant en place avec la retenue qui rend la guerre sous-marine si dangereuse. Mais la patience signifiait aussi l'inactivité. Pour l'instant, il présentait moins de danger immédiat que le bateau en mouvement. Le 3e sous-marin était le plus agressif. Il avait accéléré après le lancement et tranchait maintenant largement sous l'eau, traversant le bord extérieur de la zone d'engagement, comme s'il cherchait à retrouver une géométrie de tir sur le porte-avions. Cela en faisait le contact le plus dangereux du détroit. Il ne fuyait pas. Il chassait un autre angle. Le groupe de frappe le priorisa immédiatement. L'une des navettes d'escorte passa du suivi passif à l'écho actif, envoyant des impulsions nettes dans l'eau malgré le risque de révéler sa propre position.
Le but n'était plus la furtivité. Le but était la pression. Le sonar actif contraignait les sous-marins à prendre des décisions, à tenir leur cap, à risquer une localisation précise ou à se manœuvrer et se trahir acoustiquement. La réponse fut rapide. Le contact agressif réagit. Sa vitesse changea. Son relèvement se déplaça. Et pour la première fois depuis le début de l'attaque, son mouvement sous-marin s'aligna suffisamment clairement sur plusieurs capteurs pour que le groupe de frappe génère une image de contrôle de tir stable. La solution du contact se solidifia. Les mots traversèrent le centre de commandement avec la même discipline froide que chaque autre rapport de la matinée. Aucun drame ne surgit dans la salle, seulement le processus. Le Seahawk ajusta sa trajectoire. Un autre motif de Sona Boys heurta l'eau devant la trajectoire projetée du sous-marin. Le destroyer qui maintenait le sonar actif conserva la pression. Une seconde navette ferma le filet depuis le flanc. Le triangle s'inversa. Pour la première fois dans le combat, le sous-marin iranien ne modelait plus la géométrie. Le groupe de frappe était à 5h31. Le MH-60R fit son mouvement. Volant bas et rapide, l'hélicoptère s'aligna au-dessus de la boîte d'interception projetée. Dans la cabine arrière, l'équipage avait déjà fusionné les données des balises avec le suivi du navire et affiné la fenêtre cible. Le lâcher de l'arme fut calme, procédural, presque mécanique. Aucune hésitation cinématographique. Une torpille anti-sous-marin légère tomba proprement dans la mer et disparut sous la surface. Puis tout le monde attendit. Les destroyers dans le centre de commandement, l'hélicoptère planant au-dessus. Des secondes s'écoulèrent avec une lenteur agonisante, tandis que l'arme pénétrait l'eau et entamait sa propre recherche. Sous la surface, le sous-marin tenta de s'échapper, modifiant brusquement sa profondeur et changeant de relèvement à nouveau. Mais le filet qui l'entourait se resserrait. Le sonar actif d'un côté, les balises passives du dessus, le soutien de suivi des navettes, tout alimentait la même image tactique. Puis l'eau répondit. Une profonde détonation sous-marine se propagea à travers le détroit. Ce n'était ni une explosion de surface, ni un panache de feu, mais une onde de choc submergée qui pulsa les coques et les réseaux sonars. Pendant un instant suspendu, le tableau du contact se dissipa dans le bruit. Personne ne prononça mot. Tous observèrent les écrans. La signature du sous-marin agressif ne revint pas en totalité. Ce qui revint fut fragmenté, instable, dérivant de sa ligne précédente. Ce n'était pas encore une confirmation de destruction, mais cela suffit à changer le cours du combat. Un sous-marin iranien avait probablement été touché ou fortement dévié de sa position. Le second se cachait toujours en profondeur. Le troisième était encore quelque part dans l'eau, mais aucun d'eux ne contrôlait plus l'engagement. Les embusqués étaient désormais chassés, et dans le détroit d'Ormuz, le piège venait de s'inverser. À 5h32, la bataille prit une nouvelle forme. Pendant les 20 premières minutes de l'engagement, les 3 sous-marins iraniens dominaient le tempo sous la surface. Ils avaient choisi les angles, exploité le silence, la compression et la surprise pour forcer le groupe de frappe américain à réagir rapidement dans l'un des goulots d'étranglement maritime les plus étroits de la planète. Mais maintenant, dans les eaux confinées du détroit d'Ormuz, l'équilibre commençait à basculer. Le groupe de frappe n'était plus simplement réactif, il resserrait le filet. Dans le centre d'information de combat, l'affichage tactique était passé d'un schéma défensif à une chasse anti-sous-marin coordonnée. Le sous-marin auparavant le plus agressif, celui qui avait manœuvré le plus durement après le lancement du torpille et attiré la première contre-attaque, ne se déplaçait plus avec la même discipline. Sa signature de contact n'était revenue qu'en fragments après la détonation submergée. Les analystes acoustiques suivaient un bruit éparpillé, une cavitation irrégulière et une perte de contrôle suggérant des dommages, une désorientation ou les deux. Aucun officier ne se hâta de déclarer une destruction. Ce n'est pas ainsi que la marine américaine mène ses combats, surtout dans ses eaux et contre des sous-marins. Cependant, l'évaluation était claire. L'un des bateaux attaquants était suffisamment blessé pour ne plus façonner la bataille, ouvrant ainsi la porte à la contre-offensive du groupe de frappe. Les destroyers d'escorte resserraient leur formation autour du porte-avions,
non pas en se regroupant étroitement, mais en s'étendant pour créer une géométrie de destruction plus délibérée. Un navire restait en avant, agressif, utilisant le sonar actif pour forcer la cible sous-marin à se révéler. Un autre se déplaçait sur le flanc afin de bloquer toute échappée à travers le bruit acoustique du trafic commercial et les réverbérations du fond marin. Au-dessus d'eux, le hélicoptère MH-60R Seahawk tournait bas, ses capteurs et son sonar transformant l'eau en un champ de pression et de probabilité cartographié. Au cœur de tout cela, le porte-avions poursuivait sa progression. Ce détail était crucial. Le porte-avions restait la cible principale, le navire le plus précieux de la formation, la plateforme que les sous-marins cherchaient à anéantir. Malgré l'attaque directe, il continuait d'alimenter le système de combat. Les opérations sur le pont d'envol restaient en posture défensive, mais le commandement, le contrôle et la coordination se poursuivaient sans interruption visible. Les escorteurs chassaient parce que le porte-avions avait survécu assez longtemps pour maintenir la cohésion du groupe. À 5h35, le premier signe décisif apparut. Ce n'était pas dramatique, ni à distance. L'un des destroyers rapporta une fine pellicule d'huile s'étendant sur une petite zone d'eau près de la dernière position connue du sous-marin endommagé. Un instant plus tard, un veilleur repéra de minuscules fragments s'élevant et se dispersant dans le courant. Rien de théâtral, rien d'assez grand pour les caméras, mais suffisant pour que les professionnels comprennent la signification. Sous la surface, quelque chose s'était brisé. Le centre d'information de combat mit à jour le statut en « probable destruction ». Cette évaluation unique ne réduisait pas le danger, elle l'accentuait. Si un sous-marin était perdu ou gravement blessé, les deux restants comprenaient exactement ce à quoi ils étaient confrontés. Le groupe de frappe avait survécu à l'embuscade, regagné sa vision des capteurs et maintenant chassait avec la coordination en couche qui rend la guerre anti-sous-marin américaine si létale lorsqu'une petite ouverture se présente. À 5h37, le deuxième sous-marin trahit finalement sa présence. Il avait passé la majeure partie du combat à rester bas et presque immobile, utilisant le fond marin et le bruit de fond pour éviter toute localisation précise. C'était le plus discret des trois, le plus discipliné dans sa dissimulation. Mais la dissimulation sous pression est fragile. Les impulsions de sonar actif forçaient des décisions, et les modèles sonores réduisaient la zone de recherche. Même l'immobilité pouvait devenir un indice, un léger changement de profondeur, une correction de trim, une irrégularité acoustique minime où rien ne devrait changer. Ce fut suffisant. Le destroyer le plus proche détecta l'anomalie en premier. Le Seahawk confirma la détection quelques secondes plus tard depuis les airs. Deux flux de données s'alignèrent. Ce qui semblait être de l'eau vide devint une solution cible. La réponse fut immédiate mais maîtrisée. Aucun tir n'était lancé à l'aveugle, aucun pari n'était pris. Le groupe affina le contact pendant plusieurs secondes supplémentaires, maintenant le sous-marin enfermé, tout en préservant la séparation du trafic marchand et des navires alliés. Dans le détroit d'Ormuz, chaque tir devait être précis. Une erreur de calcul dans ces eaux pouvait engendrer une confusion presque aussi dangereuse que l'ennemi lui-même. L'ordre fut donné. L'hélicoptère se repositionna au-dessus du point d'interception projeté et s'engagea dans l'attaque. Un autre torpille anti-sous-marin léger entra dans l'eau, braquant vers le bas à travers le champ sonore stratifié. Le destroyer maintint une pression active d'un côté, privant le sous-marin d'une fuite propre. Le porte-avions, toujours au centre de la formation, conserva son cap juste assez longtemps pour préserver la géométrie. Sous la surface, le bateau iranien finit par manœuvrer avec intensité. Sa signature flamboya pour la première fois depuis le début de l'embuscade. La cavitation monta, le cap changea brusquement. Il ne se cachait plus. Il fuyait maintenant. Mais dans une eau confinée, la fuite crée son propre piège. Plus le sous-marin se déplaçait agressivement, plus sa trace devenait nette. Plus la trace était nette, plus le tableau de contrôle du tir se resserrait autour de lui. L'équipage du Seahawk observa les données converger. Les opérateurs du centre suivaient chaque mouvement sur l'affichage. Sur les destroyers, les équipes sonar restèrent verrouillées, annonçant les mises à jour avec une froide précision.
Puis l'eau frappa à nouveau. Une seconde détonation submergée parcourut le détroit, plus lourde que la première, plus aiguë, plus proche de la position projetée de la cible. Les retours sonars éclatèrent en bruit. Pendant plusieurs longues secondes, la zone d'engagement devint un mur de chaos acoustique. Quand le tableau commença à se clarifier, le deuxième sous-marin avait disparu, non pas en s'estompant, ni masqué, mais totalement évaporé. Aucun sillage de propulsion cohérent ne revint. Aucun virage d'évitement n'émergea du bruit. Aucun contact discipliné ne réapparut au-delà du champ d'explosion. Cette fois, le centre d'information de combat n'hésita pas. Destruction confirmée. Pourtant, la salle ne se détendit pas, car un sous-marin iranien restait encore non identifié sous les eaux d'Ormuz. Il pouvait se retirer, être silencieux et endommagé, ou préparer quelque chose de bien plus dangereux. Glisser vers la seule position restante qui importait encore, une autre menace potentielle contre le porte-avions. Et alors que le groupe de frappe resserrait sa formation pour la recherche finale, chaque personne dans le centre d'information de combat comprenait la même vérité brutale. Le combat n'était pas terminé. Le dernier sous-marin disposait du plus grand espace pour faire preuve de patience, et la patience sous l'eau peut devenir l'arme la plus mortelle. À 5h41, le détroit d'Ormuz se fit silencieux. Ce n'était pas un calme paisible, mais un silence de champ de bataille, celui qui